Ok, alors on est parti pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on parlera de Boris, un fameux homme qui va nous parler d'aliens et de martiens. On va pas se mentir, moi au départ cette vidéo-là, j'avais pas très envie de la faire, parce que j'ai eu énormément de mal à l'écrire. Mais en tout cas on en a parlé en live sur Twitch. Faut savoir que je fais des lives tous les jeudis soirs à 21h, sur Twitch du coup avec une sacrée équipe, souvent des youtubeurs en feed, enfin bon bref, il y a des invités qui passent, hein, c'est assez sympa, enfin, vous pourrez voir tout ça. On en a parlé et finalement l'histoire m'a paru passionnante, mais j'avais du mal à écrire le script. Et puis finalement j'ai trouvé des détails qui m'ont pas mal intéressé, et comme d'habitude, une fois que ça m'intéresse, il faut que je vous en parle. Comme j'ai pu le dire au départ, nous allons aujourd'hui parler d'un jeune homme qui témoigne être la réincarnation d'un martien sur Terre. Alors avant même de parler trop de martiens, nous allons parler un petit peu de cette planète. Quelle est-elle? Elle est belle, elle est rouge, elle est pas loin de nous, d'accord. Mais quelles sont ses caractéristiques? C'est une planète que l'on va nommer tellurique, exactement comme Mercure, Vénus ou la Terre, sauf qu'elle est 10 fois moins massive que nous, et qu'elle a perdu pratiquement l'entièreté de son activité géologique. Pour bien se remettre dans le contexte, avant 1965, on pense pouvoir distinguer de la végétation et de l'eau sur la surface de Mars, via nos télescopes sur Terre. Le fait est que, en fait, ce qu'on pensait distinguer comme étant des forêts, des lacs, etc., quand on a survolé la planète avec nos sondes, c'était pas du tout ça, hein, voilà. Donc grosse désillusion, et puis petit à petit on a commencé à en apprendre de plus en plus sur cette planète qui aujourd'hui ressemble à un désert géant. Voilà, ok, maintenant qu'on a vu ça, on va pouvoir parler réellement de l'histoire de Boris Kiprianovich, qui est donc un russe dit Boris, qui va nous raconter son histoire. Ce jeune homme sera au départ décrit par ses parents comme un enfant surdoué, car il pouvait maintenir sa tête tout seul au bout de 2 semaines, et a fait sa première phrase au bout de 7 mois, d'après leur dire en tout cas. À partir de là, on apprend qu'il aurait su lire au bout d'1 an et demi, et qu'il savait très bien s'exprimer au bout de 2 ans. D'accord, on a le profil d'un enfant surdoué, c'est sûr, mais aucun rapport avec Mars jusqu'à présent. Vers ses 4 ans, Boris va commencer à dessiner le système solaire et d'autres astres que l'on peut voir dans le ciel, avec une assez grande précision par rapport à son âge. Ses parents vont affirmer lui avoir absolument jamais montré ni même lu d'histoire parlant d'espace, et plus les années passent, plus il va se souvenir de détails concernant l'espace. Le mot souvenir est important, car pour lui, il se souviendrait d'une vie antérieure, donc martienne, jusque-là pas de suspense, et il commencera à raconter cette histoire d'ancien martien à partir de ses 7 ans. Mais alors quels sont ses souvenirs? Eh bien il explique que Mars, ainsi que ses habitants, auraient du coup péri à la suite d'une grande guerre sur cette planète, qui aurait obligé certains d'entre eux qui ont survécu à vivre sous terre. En fait, la surface de Mars serait devenue invivable, et du coup ils se seraient enterrés dans cette planète. Tout ça à une époque tellement ancienne que la Lémurie du coup serait encore présente sur Terre. La Lémurie, j'en parle dans la vidéo qui parle des Vénusiens, c'est un continent hypothétique qui aujourd'hui encore, son existence poserait problème. Pourquoi? Bah parce que comme il l'est décrit, en tout cas, il n'aurait pas pu exister selon l'évolution de la planète, tout simplement. Bon, et au-delà de ce fameux continent, beaucoup d'espèces vivraient sur Terre à ce moment-là et auraient pratiquement toutes péri car ils n'auraient pas évolué sur un plan spirituel et du coup se seraient déconnectés de la planète petit à petit. En tout cas, c'est ce que Boris nous raconte. Ok, alors vous savez mieux que moi comment ça se passe, un petit like, un petit commentaire, un petit abonnement si c'est toujours pas fait, la petite cloche, ça fait toujours plaisir, et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Et là, du coup, c'est plutôt cohérent avec l'histoire des Vénusiens, toujours pareil, si vous voulez aller voir la vidéo, vous pouvez. Parce que les Vénusiens auraient évolué sur un plan spirituel, leur permettant de pouvoir quitter la Terre, et du coup, bah, une ascension, en fait, dans un plan astral, etc., etc. Là où du coup les reptiliens, eux, seraient morts dans une guerre, ou simplement chassés par une autre espèce. C'est ultra hypothétique tout ça, mais c'est ce qui s'en dit. Sa vie antérieure, va la décrire comme celle d'un ancien pilote martien qui ferait du coup des allers-retours entre la Terre et Mars, simplement pour but commercial ou pour des recherches scientifiques. Il aurait du coup notamment été en contact directement avec les espèces de vie présentes sur Terre. D'après ce qu'il nous raconte, la guerre des Martiens aurait complètement détruit l'atmosphère de cette même planète, les obligeant du coup pour ceux qui vivaient encore à vivre sous Terre, ça je l'ai déjà dit. Mais à ce moment-là, il pense à une éventualité, celle de faire de Jupiter un deuxième soleil. Alors, ça c'est plausible. Le fait est qu'ils se sont rendus compte que c'était une planète qui aurait pu se transformer en soleil. Mais pour ça, il manquait un élément ultra important. Effectivement, Jupiter aurait pu se transformer en soleil au départ si, et seulement si, sa masse avait été plus importante. Je vous explique ça, la masse, on peut vite fait l'assimiler du coup au poids. Et encore, c'est pas tout à fait juste. Mais en tout cas, si Jupiter avait été plus lourde et donc plus massive, et aurait du coup eu un plus gros impact sur ce qui l'entourait, elle aurait pu se transformer en soleil. Le problème, c'est qu'il faut beaucoup plus de masse. Et que bah là du coup ils ont été coincés, ils savaient pas vraiment comment faire pour rendre une planète beaucoup plus massive, en tout cas beaucoup plus à ce point-là. Voilà, grosso modo c'est à peu près les grandes lignes de ce que tout le monde va vous raconter concernant cette histoire, mais il manque une petite chose, l'histoire de l'Égypte. Car oui, Boris va nous parler du coup d'un des monuments les plus célèbres égyptiens, le Sphinx. Après lui, derrière l'oreille de ce Sphinx, il se trouverait une clé qui permettrait du coup l'ouverture d'un mécanisme pouvant permettre à l'humanité de grandir sur un plan technologique et bah du coup mental. Ouais, mental ça se dit pas trop là, mais je sais pas vraiment par quoi le remplacer. Enfin du coup, une évolution concrète sur une façon de voir le monde en fait. C'est pas tout. Non, parce que là, jusque là, c'était vraiment les grandes lignes. Mais il va aller plus loin que ça. Il va dire qu'il y a une pyramide que l'on n'aurait pas encore découverte, sous laquelle se cacherait
plein de grandes technologies qui nous permettraient du coup de pouvoir gagner en savoir. Il sait pas vraiment ce qu'elles font là, de qui elles viennent, ni même vraiment où trouver cette pyramide, ou ce fameux endroit où trouver cette clé dans le sphinx. Ou derrière son oreille. Ouais, bah forcément, sinon c'est pas drôle quoi. En fait, il nous pose une énigme et puis après c'est nous de la résoudre. Bon, on a quand même un petit peu d'espoir parce qu'il indique que ce serait pas le seul, en fait, enfant alien, plutôt réincarnation d'alien à vivre ici. Il appellerait ça les enfants indigo, et d'après lui, il y en a de plus en plus. Plus le temps passe, plus il y en a. Et du coup, ces enfants seraient susceptibles de nous faire d'autres révélations dans le même genre. Et peut-être même d'étayer les propos de Boris. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Boris, il a 24-25 ans. Au fil des interviews, on apprend un petit peu son mode de vie sur Mars. Déjà à commencer par le fait qu'ils doivent tout le temps porter des lunettes un peu spéciales pour pouvoir protéger leurs yeux. Mais en plus de ça, ils ne vieilliraient que jusqu'à 30-35 ans physiquement. Après ça, ils rentreraient dans une sorte d'immortalité où rien ne peut les tuer, mis à part la maladie ou un meurtre. Mais il pourrait pas mourir de vieillissement comme nous les humains. Mais il explique autre chose sur son quotidien. Il y aurait une sorte de base à la surface de Mars, dont il ne sait même pas si elle serait tenue par des martiens, en tout cas ce serait une base pseudo-secrète qui émettrait du coup une sorte de rayonnement de son désagréable pour les martiens, et qui serait du coup à la source de plusieurs conflits. D'après lui, c'est notamment à cause de ça que certaines de nos technologies ne peuvent pas aller sur Mars, ou alors elles se feraient détruire par cette fameuse base. En tout cas, d'après ses dires. Et à partir de là, il y a du coup l'auteur qui nous écrit cette interview, finalement, qui nous la retranscrit, qui raconte son échange avec Boris, qui va mettre une aparté sur son histoire. L'histoire d'un homme dont je n'ai absolument pas le prénom, qui aurait essayé de contacter l'URSS pour leur programme Phobos, avec Phobos 1 et Phobos 2, qui étaient du coup en approche de Mars. Il avait une sorte d'extrasensorialité, et il a dit, bah voilà, en gros, moi je sens que ça va pas bien se passer, et que en fait vos sondes ne vont jamais arriver à destination, ou alors elles vont mal fonctionner. Bah forcément, apparemment le programme de l'URSS ne l'aurait absolument pas écouté, et du coup elles auraient perdu le signal avec la Terre. Est-ce que c'est à cause de ces fameuses ondes émises par cette base qui était une menace d'après Boris ? En tout cas, c'est son opinion. Et si on s'intéressait un petit peu plus aux moyens de voyager de Boris, eh bien il voyagerait du coup avec un vaisseau spatial, jusque-là tout est normal, et pour beaucoup d'entre vous, un vaisseau spatial ça va être quelque chose du coup d'assimilé à un truc rond. Voilà, un truc ovale. Bah là c'est pas le cas, ce serait plutôt un triangle de 6 couches, et bah du coup nous énumérer sa constitution, donc je vais vous dire tout ça. La couche extérieure elle comprendrait 25% de matériaux solides. La couche qui serait après serait de 30% et serait à base de caoutchouc ou de quelque chose qui y ressemble. La troisième serait de 30% et ce serait du métal. Quant à la cinquième, ce serait de 4% et ce serait des éléments magnétiques. On n'en sait pas plus sur les autres couches, mais en tout cas c'est un vaisseau multidimensionnel et ça c'est intéressant de le noter. L'histoire continue va notamment nous raconter la fin de vie d'une planète qu'il aurait pu voir avec son peuple. Cette planète serait du coup nommée Proserpine. Et il se trouve que les enfants de cette planète-là auraient conclu un pacte avec la Terre pour venir vivre ici, en fait, sur notre sol, histoire de pouvoir continuer à développer cette vie-là. Ce nom de Proserpine ne vous dit peut-être rien, et pour autant je suis sûr que vous la connaissez sous un autre nom, celui de Planète X. En 99, la théorie nous indique que cette planète aurait été 3 fois plus massive que Jupiter, capturée par le Soleil, et se situerait aujourd'hui à 30 000 unités astronomiques de nous, dans le nuage de Oort. Et il faut savoir quand même qu'à sa surface, il ferait moins 240 degrés, approximativement. Autant vous dire que c'est pas l'endroit où aller passer des vacances. Bon, vous avez dû le sentir, je suis pas méga hypé par cette théorie, et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, on va commencer par la planète X. J'en ai déjà fait une vidéo, mais grosso modo, on va inventer cette planète parce que Neptune aurait une orbite vraiment différente de ce qu'elle devrait avoir. Et on se dit la seule manière pour qu'elle ait une orbite aussi différente, ce serait que du coup un corps encore plus massif les fait bouger simplement, lui en passant devant, à côté, derrière, enfin bon bref, où vous voulez. Mais depuis le témoignage de Boris, on a fait énormément de découvertes sur l'espace, on a beaucoup cherché, envoyé pas mal de sondes, et on sait pas mal de choses en plus. Notamment avec Voyager qui s'approche de Neptune et va faire des relevés, nous indiquant que Neptune, en fait, sa trajectoire est radicalement différente de ce qu'on avait pu calculer sur Terre. Donc en fait, on s'était juste planté, nous. Ce qui veut dire que du coup, forcément, l'existence d'une planète qui aurait pu bouger Neptune, ou en tout cas influer sur son orbite, n'a plus vraiment lieu finalement. Ça veut pas dire que cette planète n'existe pas, attention, ça veut juste dire qu'elle est encore plus hypothétique qu'à l'époque elle ne l'était. Pourquoi est-ce que cette histoire fait du bruit? Pourquoi est-ce qu'elle était aussi connue et pourquoi est-ce qu'il y a eu des interviews, des reportages documentaires complètement à son nom? Bien parce qu'il y aurait des scientifiques comme Nicolas, je ne saurais pas dire son nom de famille mais vous l'avez affiché en bas, va appuyer ce qu'il dit en disant voilà, ce qu'il dit en fait c'est la réalité. Pourquoi? Parce que c'est notamment dit dans les livres. Ouais, d'accord. Pourquoi je rigole? Pour deux raisons. Déjà c'est un guérisseur occulte, donc c'est pas un scientifique. Et la deuxième chose c'est les livres, les fameux bouquins que lui-même a écrits, qui prouve du coup ce que dit Boris, bien sûr. C'est comme si moi demain je vous disais le soleil est bleu, vous allez me dire bah non il est rouge on le voit. Je dis bah non mais regarde, lis mon bouquin, je dis dedans qu'il est bleu, donc c'est une preuve, il est bleu. Bah non, en fait ça fonctionne pas comme ça les preuves. Concernant le fait que Mars serait hostile à notre contact et du coup qu'elle refuserait tout objet technologique et les détruirait, on va pas se mentir, aujourd'hui en 2021 c'est très facile de contre-argumenter. Déjà on a tous nos rovers aujourd'hui qui ont très bien fonctionné là-bas pendant quelques années. Certes certaines choses ne fonctionnaient pas, mais rien ne dit que ça vient de Mars, au contraire, hein. Franchement, c'est facile de contre-argumenter. De plus, le fameux programme Phobos, qui d'après eux, dans leurs histoires et dans leurs dires, aurait été un échec parce que ça se serait craché ou détruit sur Mars,
quand même savoir que le programme Phobos a pris des dizaines de photos qu'elle a transmises à la Terre avant du coup de complètement rompre le signal. Donc non, finalement si une vie martienne avait voulu détruire nos technologies, elle aurait pu le faire avant même qu'elle puisse nous transmettre quelques données. Donc ça ne fonctionne pas non plus. Et là où c'est encore plus perturbant, c'est que le fameux auteur qui l'aurait rencontré va nous faire une sorte de révélation qui pour lui sonne comme un argument. Le fait que sa mère un jour raconte avoir donné un livre à Boris sur la Lémurie, que quelques heures après en lui reprenant le livre, il aurait eu des connaissances avancées sur le sujet. Alors quoi penser ? Comme l'auteur, que finalement Boris aurait vraiment eu des souvenirs de cette époque-là et que du coup il la connaissait et qu'il l'avait vécu, ou alors comme moi, juste que c'est un enfant ultra surdoué avec une super mémoire et qu'il a simplement retenu tout le bouquin. Je sais pas, hein. Comme ça. Et là où ça m'embête, c'est que moi j'ai envie de croire aux aliens. Et je trouve que ça dessert vraiment les aliens. Parce que à chaque fois, c'est le même schéma. C'est déjà suffisamment extraordinaire comme ça qu'un enfant retienne tout un bouquin pour vouloir mettre une histoire de souvenir là-dessus, alors que c'est clairement pas ce qu'il demande lui. Et c'est tout le temps le même schéma. C'est la même chose avec l'Égypte. Sa mère lui donne un bouquin sur l'Égypte, après il nous raconte avoir vu une clé derrière l'oreille du sphinx. Alors je dis ça et je suis peut-être un peu de mauvaise foi parce que sa mère va affirmer ne jamais lui avoir donné de documents concernant l'espace ou Mars. Ok, si elle nous le dit, c'est vrai. Et là encore une fois ça m'énerve. Pourquoi ? Bah parce que une parole c'est pas une preuve. Et que là, de A à Z, on voit qu'il y a plein de choses qui ne concordent pas. Et c'est pas encore fini. L'un des derniers arguments qui sert énormément à crédibiliser la parole de Boris, ce serait le fait qu'il ait été déjà super jeune. Et en plus de ça, le fait qu'il donne beaucoup de détails sur sa vie antérieure martienne, alors qu'il n'aurait jamais eu de connaissances là-dessus, ou en tout cas pas l'accessibilité à ses connaissances. Ah oui, parce qu'il aurait été très jeune et que la période ne permettait pas ça. Du coup, des connaissances inaccessibles. Ouais, alors à mon sens, si on prend le problème à l'envers, on a tout de suite déjà une autre réponse. Si les connaissances sont inaccessibles, est-ce que c'est pas parce que les connaissances n'en sont pas ? Est-ce que c'est pas parce que c'est simplement un enfant ultra intelligent qui retient énormément de choses et qui fait ce que tout enfant fait ? C'est-à-dire rêver, imaginer, créer, et donc créer des histoires, être enfin écouté de par ce qu'il peut dire parce que ça paraît passionnant, parce que ça nous fait tous rêver, on a tous envie d'entendre ce qu'il est en train de raconter. Mais de là à dire que c'est la vérité, peut-être pas. Peut-être qu'il a juste une démarche qui est juste classique pour un enfant, et tout à fait normale, sans pour autant dire que ce sont des souvenirs. On voit l'histoire comme des adultes qui ont à peu près cessé de rêver. Généralement, en tant qu'adulte, on crée moins, on imagine moins de choses. Bah oui, parce qu'on a plus de rationalisme, on connaît plus de choses maintenant. Mais lui, Boris, avec ce qu'il connaît de son monde enfantin, avec son imaginaire ultra développé que nous-mêmes nous avons perdu, il n'est pas improbable qu'il ait créé ce genre d'histoire, et qu'il comprenne ça comme des souvenirs. Il a très bien pu s'auto-persuader lui-même que ce sont des vrais souvenirs. C'est notamment pour ça qu'encore aujourd'hui il continue de dire que tout ça, c'est la vérité. Alors oui, je suis forcément d'accord avec vous, et je vous retrouve dans le fait que c'est très complexe pour un enfant déjà d'assimiler le concept de guerre et de le raconter. De le comprendre, de le concevoir, c'est pas forcément évident. Et en plus de ça, de rentrer dans des détails scientifiques qu'il aurait pu retenir, de systèmes solaires, de vaisseaux spatiaux, etc. Forcément, c'est ultra bluffant, et je dis pas le contraire. Mais simplement, je suis pas prêt à baser mes connaissances sur le témoignage d'un enfant qui va avoir un esprit imaginaire ultra développé, et dont aujourd'hui on comprend des détails qui sont clairement pas bons, ou en tout cas qui se basent sur des choses entièrement hypothétiques, qui sont invérifiables aujourd'hui. Voilà, maintenant vous en pensez ce que vous voulez, vous avez mon avis, mais ce n'est que le mien et ça n'engage que moi. En tout cas, je serais ravi de lire vos avis sur cette histoire et potentiellement, pourquoi pas, changer d'avis un jour. En tout cas, je vous remercie de regarder cette vidéo. Et quel meilleur moyen de conclure cette vidéo que de vous dire au revoir en martien ? Aucune. Alors, Kailis.